Être jeune et devoir jongler entre deux mondes, deux cultures, deux identités, c'est le défi immense que relèvent les jeunes de Mayotte qui arrivent en France métropolitaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à leur parcours de santé mentale, un voyage qui se fait souvent en silence, en s'appuyant sur la recherche vraiment fondamentale de la docteure Rosette Youssouf. Je suis à la lisière de deux pays. Waouh, cette phrase d'Amin Malouf, elle résume tout en fait. Pour un jeune Mahorais en métropole, son identité, ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est une question de tous les jours. C'est ce tiraillement permanent qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui doit naviguer entre deux réalités, deux façons de voir le monde? C'est le quotidien de tellement de jeunes Mahorais. Bon, pour bien saisir l'enjeu, il faut revenir au point de départ. D'où viennent ces jeunes? Il faut comprendre que Mayotte, c'est une terre de paradoxes. C'est fascinant. Imaginez un peu le tableau. D'un côté, Mayotte, c'est la France, avec son administration, ses lois. Mais de l'autre, c'est une société où la communauté, le nous, passe avant l'individu. Et surtout, une culture où la souffrance psychologique, on n'en parle pas, on la garde pour soi. C'est tout ce bagage incroyablement complexe que ces jeunes emportent dans leurs valises. Et puis arrive le moment clé, le départ pour la métropole. Et là, attention, ce n'est pas juste un déménagement, c'est un véritable choc culturel, un saut dans un univers qui n'a presque rien à voir. Regardez, c'est on ne peut plus clair. On passe d'une culture du groupe, de la tradition, où beaucoup de choses ne se disent pas, à une société centrée sur l'individu, la performance, et où il faut savoir s'exprimer. C'est un grand écart qui peut provoquer une vraie crise d'identité. On ne sait plus qui on est, ni comment se comporter. Alors, il y a un mot pour décrire ce processus, un terme un peu technique, l'acculturation. En gros, ça veut juste dire qu'on est en contact permanent avec une autre culture et qu'il faut sans cesse s'adapter, apprendre de nouveaux codes, parfois au risque de perdre ses propres repères. C'est un processus qui demande une énergie folle. Face à ce grand écart culturel, la recherche de Rosette Youssouf nous montre qu'on arrive à un point de bascule, une sorte de carrefour où deux chemins très différents se présentent. Alors, comment est-ce qu'on réagit face à une telle pression? Quand les fondations même de notre identité sont secouées, quelles sont les options? Le premier chemin, malheureusement, c'est le plus sombre. C'est ce que la recherche appelle l'effondrement psychique. C'est quand la pression devient insupportable, que les repères s'effacent et que la souffrance prend le dessus. Ça peut aller jusqu'à des troubles psychiatriques, une dépression sévère. Mais, et c'est là que ça devient incroyable, il y a une autre voie. La sublimation. C'est un mécanisme de défense psychologique hyper puissant. L'idée, c'est de prendre toute cette douleur, toute cette énergie négative et de la transformer en quelque chose de positif. Une réussite scolaire, une performance sportive, une création artistique. C'est de l'alchimie en quelque sorte. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Voilà un outil qui a été utilisé dans l'étude. Il aide les jeunes à mettre des mots sur leurs propres forces. Je suis capable, j'ai du soutien, je peux y arriver. C'est une façon très concrète de cartographier ses propres ressources pour trouver la force de rebondir. Maintenant, il faut qu'on parle d'un truc essentiel, d'un obstacle majeur. Pourquoi est-ce si difficile de gérer ce choc des cultures? Une grosse partie de la réponse, elle se trouve dans la culture du silence. Et ça, c'est vraiment le cœur du problème. Dans la culture mahoraise, on n'étale pas ses problèmes. Parler de sa souffrance, de son mal-être, c'est souvent vu comme un signe de faiblesse. Du coup, on se tait. Et ce silence, il peut créer une solitude et une douleur immense. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est si on ne peut pas en parler, on fait comment quand ça ne va vraiment plus? Vers qui on se tourne? Tenez-vous bien, le chiffre est là, 2%. Seulement 2% des jeunes Mahorais en difficulté vont voir un psy, un médecin ou un autre professionnel. Ce chiffre, il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Il montre juste le fossé énorme qu'il y a entre le besoin d'aide et l'accès aux soins, à cause de cette barrière culturelle. Du coup, où est-ce qu'on va chercher du soutien? Eh bien, on reste à la maison. Près de 80% se tournent vers la famille et presque 18% vers les amis. La souffrance, elle est gérée en interne, dans la communauté, loin des circuits de soins classiques. Allez, on va finir sur une note plus positive, parce qu'il y en a une. Malgré tous ces obstacles, la recherche met aussi en avant une capacité de résilience absolument formidable. Et ça ouvre des portes pour l'avenir. Concrètement, cette sublimation, on la voit partout. C'est l'étudiante qui transforme son parcours difficile en une rage de réussir. C'est l'athlète qui met toute son énergie sur le terrain. C'est l'artiste qui exprime sa douleur dans ses œuvres. La foi, la spiritualité, le soutien de la communauté, ce sont aussi des piliers hyper importants de cette résilience. Alors, si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. Comprendre cette lutte, ce n'est pas juste de la compassion passive.
C'est la toute première étape indispensable pour commencer à construire des aides qui sont vraiment adaptées, qui respectent la culture et qui du coup peuvent réellement fonctionner. On vous laisse avec cette question qui est finalement le grand enjeu de tout ça. Comment on fait pour passer d'un silence qui détruit à une expression qui construit? C'est une réflexion qui, au fond, va bien au-delà du cas des jeunes Mahorais et qui nous interroge tous sur le pouvoir de la parole, de la créativité et de la résilience.